Bon, alors maintenant qu'on a posé ces choses-là, on va essayer de définir ce qu'on appelle les référentiels. Donc là, on va poser quelques petites définitions: référentiel, vecteur, position, vecteur, accélération, avant d'arriver à la partie qui correspondra à la description des différents systèmes de coordonnées qui pourront nous intéresser. Donc un référentiel, généralement, on va le noter avec un grand beau R comme ça, pour le symbole du référentiel. Donc je prends un référentiel R, on pourra définir un référentiel R', un référentiel R1, R0, selon ce que vous voulez, ou R du sol. Donc le référentiel, c'est une association de points matériels, de points, pas forcément matériels, qui sont rigidement liés les uns aux autres, formant un solide, un vrai solide de référence. Un vrai solide au sens, les points ne peuvent pas ni s'écarter ni se rapprocher les uns des autres, c'est indéformable. Donc c'est un solide de référence par rapport auquel on repère le mouvement. Donc on va dire qu'on bouge quand on voit qu'on se déplace par rapport à ce référentiel, à ce solide de référence. Typiquement, la Terre, c'est un référentiel, c'est un solide de référence. Et quand vous vous déplacez à la surface de la Terre, vous voyez que en dessous de vos pieds, il n'y a plus le même point de la Terre qui se trouve, vous êtes dit en déplacement. Maintenant, si vous restez en place sur la Terre, vous savez que la Terre se balade dans l'espace, et ce mouvement dans l'espace n'est pas visible dans le référentiel terrestre. C'est pour ça que vous êtes immobile dans le référentiel terrestre, mais vous pouvez très bien être en mouvement dans un autre référentiel. Alors, important, le référentiel inclut à la fois une échelle de temps, c'est-à-dire une horloge, et une échelle de distance. Donc, inclut à la fois une échelle de temps, donc une horloge, et une échelle de distance. C'est-à-dire qu'il y a une règle quelque part dans votre référentiel, donc on sait mesurer une distance quand vous êtes dans votre référentiel. Vous pouvez imaginer la Terre, par exemple, avec des graduations dessus, et ces graduations font référence pour vous déplacer. Quand vous vous déplacez à la surface de la Terre, vous avancez sur les graduations. Et pareil pour l'horloge, vous avez un mécanisme qui vous permet de dire que le temps passe et de vous affirmer combien de temps s'est passé depuis un point origine que vous aurez choisi. Alors, il ne faut pas confondre un référentiel et un repère, parce que le repère, ça va être tout système d'axes qui doit être rigidement lié par au moins un point à votre solide de référence, donc à votre référentiel. Donc tout système d'axes rigidement lié à au moins un point du référentiel R. Donc, on se retrouve avec un repère. Alors le plus simple, ça va être le repère cartésien. Celui-là, il est entièrement accroché à votre référentiel, mais on va pouvoir aussi prendre des repères dont les axes vont bouger. Par contre, l'origine du repère, lui, sera fixe et on va pouvoir pivoter par rapport à cette origine du repère qui, elle, est accrochée à votre référentiel. Donc ça, ce sera important de faire la différence entre repère et référentiel, parce que, une remarque importante, pour un référentiel, il existe une infinité
de repères. Par exemple, une infinité de repères cartésiens, vous pouvez très bien prendre cette direction-là, donc en bougeant un tout petit peu, de manière infinitésimale, on peut prendre une infinité de directions différentes, et donc de choix de repères qui vont être faits. Donc à chaque fois que vous ferez un exercice de mécanique, il va falloir préciser dans quel référentiel on se place pour faire l'étude, et 2, quel est le repère qui va être choisi pour faire cette étude. Ce sera très facile. Alors, dans l'exercice, on mettra toujours référentiel, par exemple terrestre supposé galiléen, on verra ce que ça veut dire plus tard. Et puis, le repère, on va simplement dire, on se place en coordonnées cartésiennes et puis on saura comment le faire. Et un certain nombre de repères prédéfinis que vous pouvez utiliser simplement en le citant, et tout le monde saura de quoi vous parlez. Alors, on va parler un petit peu du caractère relatif du mouvement, du fait que quand vous vous déplacez dans un certain cadre, vous pouvez être immobile si vous considérez un autre cadre. Par exemple, quand vous êtes dans votre voiture, assis sur le siège de la voiture, vous êtes immobile dans le référentiel de la voiture. Mais votre voiture est en train de se déplacer. Donc si on regarde par rapport au référentiel du sol, vous vous déplacez par rapport au sol. Et donc, vous allez avoir un mouvement qui va dépendre du choix de votre référentiel. Donc, on part sur l'exemple. Dans une voiture, on est immobile par rapport à la voiture, en règle générale. Ça, c'est si vous n'avez pas d'enfants qui sont en train de se battre à l'arrière. Généralement, vous êtes immobile par rapport à la voiture, mais en mouvement par rapport à la route. Donc selon le référentiel que vous choisissez pour faire l'étude, soit mon mouvement sera extrêmement simple, c'est-à-dire il n'y a pas de mouvement, je reste toujours à la même place, soit ça sera un petit peu plus compliqué parce qu'il va falloir que j'étudie le mouvement de la voiture et donc par extension mon mouvement puisque je suis fixe par rapport à la voiture. On va définir quelques vecteurs qui vont nous être utiles par la suite, à savoir le vecteur position, le vecteur vitesse et le vecteur accélération. Donc quelques vecteurs utiles. On commence par le vecteur position. Donc, quand on prend un point M qui se balade, hop, pour pouvoir connaître la position de ce point, j'ai besoin d'un point de référence qui va être l'origine de mon repère, le point O, et le vecteur OM, ça va être ce qu'on appelle le vecteur position. Et on va justement, tout le but de la prochaine partie va être d'essayer de décrire ce vecteur OM pour avoir une possibilité de le décrire dans différents types de repères, cartésiens, sphériques, cylindriques, etc. Et voir qu'est-ce que ça nous apportera en termes d'évolution des coordonnées de ce vecteur. Donc il va falloir choisir le repère le plus adapté à votre système, le système de coordonnées le plus adapté au problème qui va être posé. Ensuite, vous avez le vecteur vitesse. Alors, pour avoir le vecteur vitesse, la vitesse, c'est relativement naturel. Quand on vous dit, par exemple, je suis allé de Strasbourg à Colmar en 1 heure, il y a 70 km entre les deux, 70 divisé par 1 heure, j'ai fait du 70 km/h. Sauf que, quand je dis ça, il me manque des informations parce que bien entendu pour aller de Strasbourg à Colmar il est fort probable que vous soyez passé par l'autoroute. Il y a des sections qui sont limitées à 90 aux alentours de Strasbourg, des sections qui sont limitées à 130 entre Strasbourg et Sélestat par exemple, et puis après vous êtes limité généralement à 110. Donc en fait vous avez des sections où la vitesse va changer. Là, qu'est-ce que j'ai dit quand j'ai fait du 70 km/h? C'est que j'ai fait une certaine vitesse moyenne. On prend en compte, par exemple, j'ai pas été à 70 km/h tout du long, il n'y avait pas des bouchons tout du long, il y a certainement des bouchons quelque part, mais pas partout. Donc pour avoir
la vitesse moyenne, on regarde, si je regarde un point, par exemple M1, c'est-à-dire c'est l'endroit où est mon point M à un instant T1, le point M2 c'est l'endroit où est mon point M à un instant T2, ben, la vitesse moyenne, ça va être vectoriellement le vecteur qui va de M1 à M2 divisé par la différence de temps qu'il m'a fallu pour aller de l'un à l'autre. Et ça, je peux l'écrire en introduisant le point O et par relation de Charles. Ça s'écrit la position de M2 moins la position de M1 divisé par T2 moins T1. Donc ça, c'est ma vitesse moyenne. Le mieux, c'est de se faire un petit dessin. Vous avez M1 qui est ici, M2 qui est là. Et bien, quand je calcule mes 70 km/h, en fait, je n'ai pas de notion, j'ai juste pris une distance directe mesurée sur la route, mais avec des Winkelwankeler, avec des petits virages au fur et à mesure. Là, je veux une information vectorielle, donc je regarde le vecteur qui va de M1 à M2, et je dis, bah, en un temps T2 moins T1, j'ai parcouru cette distance-là vectoriellement comme si j'étais allé en ligne droite. Et donc la vitesse moyenne que j'avais lors de cette évolution, je vais pouvoir l'écrire comme ça, ma vitesse moyenne, elle va être dans l'orientation de ce vecteur M1, M2. Bon, donc ça c'est la vitesse moyenne. Mais en règle générale, moi ce qui va m'intéresser, ça n'est pas la vitesse moyenne, mais c'est le vecteur vitesse instantanée vecteur vitesse instantanée, on va dire que c'est la vitesse qui est instantanée. Donc ce vecteur vitesse instantanée, je vais pouvoir l'écrire en disant bah, la vitesse à l'instant T1, ça va être la limite quand T2 tend vers T1 d'en fait ma vitesse moyenne, c'est-à-dire OM2 moins OM1, c'est-à-dire la différence de position divisée par l'intervalle de temps. Et ça, je vais le noter DOM sur dt qui correspond bien à une différence de position divisée par une différence de temps. Donc il faut se souvenir que les D que j'utilisais depuis le début de l'année pour mettre les dérivés, que j'ai déjà interprété en disant que c'est une variation de tension divisée par une variation de temps, par exemple, comme on était en électricité, ben, ces D, c'est une différence de tension sur une différence de temps, ben là c'est une différence de position sur une différence de temps, et quand j'ai ma différence de position, je peux manipuler les grandeurs vectorielles. Si je reprends le petit dessin que j'avais avant, j'avais mon M1 qui était là, quand j'étais au premier point. J'ai mon M2 qui est par ici. Et je me retrouve à calculer les vitesses qui vont être comme ça. Donc, tout à l'heure, on avait la vitesse moyenne qui était là. Et maintenant, si je prends mon M2 et que je le ramène, je le fais tendre ici, vers là, vers M1, vous voyez que là, je me retrouve avec une vitesse moyenne qui va être là. Et puis, à mesure que M2 se rapproche de M1, je vais avoir une vitesse qui va être tangente à la courbe. Donc, la vitesse en T1, elle est toujours tangente à la courbe. Donc, à tout instant, vous avez que le vecteur vitesse instantanée est tangent à la trajectoire. Et ça, c'est vraiment important. À partir du moment où vous êtes capable de dessiner la trajectoire, vous connaissez la direction du vecteur vitesse à un point donné. Et si on vous demande de dessiner des vecteurs vitesse en vous dessinant juste la trajectoire, vous devez être capable de tracer une tangente pour pouvoir déterminer le vecteur vitesse, ou moins la direction du vecteur vitesse. Alors une petite remarque,
Si on reprend cette expression-là, qu'il faut encadrer, ou du moins c'est cette partie-là, ça c'est juste la partie définition, tout comme les mathématiciens ont défini la dérivée comme étant la limite des taux d'accroissement quand l'intervalle entre les deux points qu'on considère tend vers 0. Là, je définis la vitesse comme la limite de ce taux d'accroissement vectoriel. Et vous voyez que si je considère que DOM, c'est une petite évolution, un petit déplacement, donc je vais le mettre explicitement, le petit déplacement DOM. Alors, normalement, il faudrait dire le déplacement élémentaire. Mais dans le terme élémentaire, on perd un peu cet aspect, c'est tout petit, on se déplace un tout petit peu. Quand on dit petit, normalement en physique, il faut toujours dire par rapport à quoi. Là, c'est par rapport à une échelle de distance caractéristique de votre trajectoire. Donc, si je prends un petit déplacement DOM, qui s'est effectué pendant le petit intervalle de temps dt, pendant l'intervalle de temps élémentaire dt, à ce moment-là, donc le petit déplacement de DOM est donné par DOM égale la vitesse instantanée à l'instant t que multiplie l'intervalle de temps qui m'intéresse lors de ce déplacement. Et ça, c'est exactement ce dont vous avez besoin pour appliquer la méthode d'Euler, qu'on verra en informatique, et qui permet de prédire l'évolution d'une équation différentielle en interprétant que je me déplace un petit peu, si j'ai une vitesse par là, je me déplace un peu ici. Et quand j'arrive au nouveau point, je peux déterminer la nouvelle vitesse, qui par exemple est comme ça, je me déplace par là. Et puis après, ici, j'ai oublié vers la droite, donc je me déplace comme ça. Et donc, de proche en proche, vous êtes capable de retrouver l'évolution de ce système en découpant intervalle par intervalle. Il y a pas mal de programmes informatiques que je vous donnerai quand il s'agira de dessiner des lignes de champ en magnétostatique par exemple, sur lesquelles je vais utiliser ce type d'information. Je vais suivre la ligne de champ qui va être donnée non pas par une vitesse mais par le champ magnétique, et puis je vais me déplacer un petit peu le long de ce champ magnétique, regarder un petit peu plus loin ce que vaut le champ magnétique à cet endroit-là et corriger ensuite mon déplacement grâce à ça. Voilà, il nous reste encore à définir le vecteur accélération. Donc de nouveau, c'est un vecteur. De nouveau, je peux définir un temps t1, un temps t2 et calculer l'accélération moyenne qui va être la différence entre la vitesse en t2 et la vitesse en t1 divisé par l'intervalle de temps. Donc c'est exactement la même idée que pour le vecteur vitesse, sauf qu'au lieu de faire une différence de position, je fais une différence de vitesse. Donc l'accélération, ce sera la vitesse de variation de la vitesse. Et pour l'accélération, de même que pour la vitesse, moi ce qui m'intéresse le plus souvent, c'est le vecteur accélération instantanée, qui va être la limite de l'accélération moyenne quand t2 tend vers t1, et donc on va pouvoir écrire ça sous la forme de la petite différence de vitesse divisée par la petite différence de temps, l'accroissement élémentaire de vitesse sur l'intervalle de temps élémentaire. Et vous voyez que, étant donné que ça c'est la dérivée, maintenant je reprends mon chapeau de mathématicien et je dis que j'interprète ça comme une dérivée. La vitesse étant la dérivée de la position, l'accélération c'est la dérivée de la vitesse, vous en déduisez que l'accélération c'est la dérivée seconde de la position. Je rappelle que les deux de cette dérivée seconde ne sont pas mis au petit bonheur la chance.
On peut le retrouver d'un point de vue dimensionnel. Une accélération, c'est des mètres secondes moins 2. Il faut bien donc un temps au carré en dessous. Et une différence de position, ça reste toujours homogène à une position. Vous voyez que là, c'est D, je ne dirais pas en facteur, mais ça c'est dit différence de ça. Et donc, j'ai une différence de position divisé par une différence de temps, et le tout est de nouveau divisé par une différence de temps, donc j'ai bien une différence de temps au carré qui apparaît. Bon, alors, attention, le petit platane. Le petit platane à prendre quand vous avez une voiture qui avance très vite, justement, ça va faire mal. Le petit platane, ça n'est pas parce que la vitesse reste uniforme que l'accélération est nulle. Je m'explique. Si vous prenez, si V égale constante, en norme, c'est-à-dire avoir une vitesse uniforme, c'est se déplacer toujours à la même vitesse en norme, alors ça n'implique pas que l'accélération est nulle. Ça c'est faux. Alors, c'est vrai en ligne droite. Si vous vous déplacez en ligne droite à vitesse constante, alors votre accélération est nulle parce que votre vecteur vitesse ne change pas en norme. Très bien. Et il ne change pas non plus en direction. Mais l'accélération, c'est une grandeur vectorielle. Et une différence de deux vecteurs qui ont la même longueur peut être non nulle, à condition que les deux vecteurs ne soient pas dans la même direction. C'est pour ça que vous allez avoir, typiquement, dans le cadre d'un mouvement circulaire uniforme, donc si je suis sur un cercle comme ça, et que je regarde ma vitesse ici, vous voyez que je peux très bien avoir un mouvement uniforme, c'est-à-dire avoir la même vitesse là en norme, mais les deux vecteurs ont bougé. Et si les deux vecteurs bougent, ça veut dire que l'accélération va changer. Si je regarde le vecteur vitesse, mais juste après, il va être légèrement comme ça. La différence des deux, étant donné qu'ils ont la même taille, ces deux flèches, va être quasiment perpendiculaire à celle-ci. Et du coup, votre accélération va être comme ça. Donc, pour un mouvement circulaire uniforme, on a bien que la norme de la vitesse est constante, mais elle tourne. Et pourtant, elle tourne, comme disait Galilée. Et si elle tourne, ça veut dire que le vecteur vitesse change. Et si le vecteur vitesse change, quand je calcule la différence de vitesse entre deux instants quasiment consécutifs, alors change, donc A n'est pas le vecteur nul. Donc ça, c'est bien faire attention quand vous avez un mouvement uniforme. Il n'est d'accélération nulle que s'il est rectiligne uniforme. C'est bien les deux informations sont importantes là-dedans pour pouvoir dire des choses dans votre système. Alors on va terminer par un tout petit exercice. Un petit exercice sur vitesse et accélération. Donc, on vous donne un vecteur position qui dépend du temps, qui s'écrit sous la forme une certaine position OM0, plus G fois taux, avec G, c'est le G habituel qui est un vecteur qui va lui être supposé uniforme aussi, T moins taux facteur de 1 moins exponentielle moins T sur taux. Ça, c'est typiquement ce qui se passe quand vous êtes tombé dans le champ de pesanteur et qu'il y a des frottements fluides qui se baladent là-dedans.
Donc, les grandeurs OM0, G et taux sont des constantes. D, bien sûr, il varie au cours du temps, puisque c'est le temps. Et j'aimerais que vous me calculiez le vecteur vitesse et le vecteur accélération à partir de là. Je vous laisse 2 minutes. C'est bon? Alors, pour avoir le vecteur vitesse, il suffit de dire que c'est la dérivée de OM par rapport au temps. La dérivée de ce machin-là, ça fait 0. Dérivée de quelque chose qui est constant, que ce soit vectoriel, à valeur vectorielle ou à valeur réelle, c'est nul. Donc c'est bien un vecteur constant, le vecteur dans son ensemble. C'est pas juste sa norme, mais bien aussi sa direction qui est constante. Ça, c'est une constante qui va pouvoir sortir de la dérivée. Il suffit que je dérive maintenant l'ensemble des choses qui sont là-dedans. Je vais le faire en 2 fois. C'est de t moins taux, et puis je vais distribuer plus taux exponentiel moins t sur taux. La dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. Donc j'ai du g taux. Facteur 2. La dérivée de t, c'est 1. La dérivée de taux, étant donné que c'est une constante, c'est 0. La dérivée de taux exponentiel moins t sur taux, c'est taux multiplié par la dérivée d'exponentiel moins t sur taux, qui vaut moins 1 sur taux, exponentiel moins t sur taux. Je vous rappelle que dans l'exponentiel, c'est le machin qui est en facteur du t, il n'y a pas le t qui sort, hein. En facteur du t, qui va sortir de votre dérivée. Bref, j'ai du taux divisé par du taux, ça fait 1, il y a un moins qui reste, je me retrouve avec du g taux, facteur de 1 moins exponentiel moins t sur taux. On a donc ici l'expression de la vitesse. Il nous reste à calculer l'expression de l'accélération qui s'écrit comme étant la dérivée au cours du temps de la vitesse. Le g taux étant constant, on peut le sortir de la dérivée. Donc on a g taux facteur de la dérivée de 1 moins exponentiel moins t sur taux. Il nous reste à calculer cette dérivée. Quand on écrit la dérivée de 1, ça fait 0. La dérivée de exponentiel moins t sur taux sort du moins 1 sur taux devant le exponentiel moins t sur taux. Moins par moins, ça va nous faire plus. Les taux se simplifient de chaque côté avec la parenthèse qui est devant la parenthèse et ce qui est dans la parenthèse. Il reste donc simplement du g exponentiel moins t sur taux. On remarque que ce g exponentiel moins t sur taux peut s'écrire g auquel je soustrais en fait l'expression de la vitesse divisée par taux. Les valeurs constantes se simplifient, il ne reste que la partie en exponentiel moins t sur taux. Et ça peut s'interpréter si on écrit m fois l'accélération comme étant mg, le poids auquel je soustrais un terme en mv sur taux, c'est-à-dire quelque chose en alpha v, des frottements fluides, et donc ça va correspondre à une chute libre dans l'atmosphère avec des frottements de type frottement fluide.